Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce 3e épisode sur l'événement Terrario Nièvre. Vous allez dire c'est encore Terrario Nièvre, ça fait 3 fois d'affilée. Ouais, mais cette fois, rien à voir. On va pas aller voir des exposants qui tiennent des stands de vente, de marques, etc. Pas du tout. Aujourd'hui, visite de la première salle pédagogique avec mon très cher Jérémy, le fondateur de l'association Terrario Nièvre. Bonne visite. Alors, un immense point fort de ce salon, c'est maintenant. Ils ont mis à disposition 2 salles, 2 espaces pédagogiques dans lesquels il y a des expositions d'animaux de fous qui sont du coup entretenus par des capacitaires qui s'occupent de tout ça. On va vous montrer ces espaces-là. C'est complètement adapté à la vulgarisation. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a tout. C'est expliqué pour tout le monde. Venez voir, c'est la première fois que je vois ça. C'est parti. Salut Jérémy, ça va? Salut, nickel. Nickel. Alors toi, t'es le fondateur de l'asso, Terrario Nièvre, c'est ça? Ouais, tout à fait. L'ex-président du coup. Exactement, j'ai laissé les rênes il y a quelques années. Ravi de te rencontrer, de te présenter un petit peu sur le Mawild. Enchanté. Je suis bluffé par ce salon. En fait, c'est pas une bourse, il y a plein de trucs. Il y a des salles pédagogiques, là on va voir ça, on va présenter ça à tout le monde. Il y a une salle de conférence, il y a plein de trucs. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur l'esprit de l'événement? Le but depuis le début au niveau de l'association, ça a toujours été de ne pas se contenter d'un événement qui soit uniquement de la vente, de l'expo-vente, mais vraiment de faire de la pédago, parce que c'est le cœur de l'association, c'est de faire de la pédagogie, c'est d'expliquer aux gens ce que sont ces animaux pour qu'ils s'en aient pas peur, pour qu'ils comprennent et que s'ils souhaitent en acquérir, ils aient toutes les clés pour le faire dans de bonnes conditions. D'accord. Et qu'ils puissent le faire vraiment nickel. Et après, de plus en plus, on essaie d'étendre sur des animaux un peu plus rares, un petit peu plus sympas, voire même soumis à certificat de capacité pour rendre les choses toujours plus Donc vous êtes dans la transmission en fait, dans la transmission de connaissances. Totalement. Ça c'est excellent. Donc là on va rentrer dans une jolie salle, je vois des petites bêtes là, enfin des petites et grosses bêtes. Tu nous fais la visite? C'est parti, on fait le tour. C'est parti. Eh ben écoute, ce bon gros lézard, c'est un téju d'Argentine. Ah ça je connais ça. Parce que t'en as? Ouais j'en ai un. C'est vrai? Juvénile. Ah bah, nickel. Mais Ouais. tu peux en parler plus que moi alors. Bon bah ça par contre ce que je peux dire moi c'est que c'est un lézard qui vit en Argentine, qui est extraordinaire, extrêmement vorace, qui est omnivore, avec une dentition assez chouette parce que en fait au niveau de l'avant de la mâchoire on va avoir des dents carnassières pointues vraiment prédatrices, alors que sur l'arrière on retrouve des molaires qui servent à aller mâcher en fait vraiment la partie mastication. Et quand ils sont jeunes, ils ont une tendance à être particulièrement plus chasseurs, carnivores, insectes et viande, mais manger quand même des légumes et un petit peu de végétaux, alors qu'en vieillissant adultes, ils deviennent beaucoup plus pâteaux, un peu gros doudou là, ils traînent par terre, ils ont beaucoup la flemme, ouais. Et là ils vont se mettre à manger de plus en plus de végétaux, de fruits et tout ça, de moins en moins de... Bah, c'est aussi lié au fait qu'ils ont besoin de moins de rapports protéinés. Parce qu'ils ont fini leur croissance. Et c'est un peu le même délire pour les pogonins, qui ont besoin d'une variation 80-20 ou 70-30, avec un apport beaucoup plus protéiné pendant leur croissance, mais quand même des végétaux, et qui vont préférer avec l'âge davantage de végétaux, s'ils ont été bien habitués, si on arrive à faire cette transition correctement. Et respecter le phasage en fait. Exactement. Voilà. Alors c'est intéressant comme lézard, parce qu'ils sont assez intelligents, et ils marchent énormément à la bouffe, donc pour leur faire de l'enrichissement et tout, il y a des très belles expériences qui ont déjà été faites, et le téju d'Argentine n'est pas un animal soumis à certificat de capacité. En fait, il est soumis à déclaration de détention auprès de la préfecture. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir, sans trop de difficultés, il y a des formalités, mais d'avoir accès à un lézard qui est d'une bonne taille. Je note quand même que dans leur aspect juvénile, ils peuvent se montrer particulièrement nerveux. Je ne vais pas dire agressif, mais quand même. Ça bouge. C'est ça. C'est pas un lézard pour débutants. On peut dire que c'est un caractère de téju. Voilà, c'est bien résumé, ça ne dit rien, mais c'est résumé. Ouais. Non, mais c'est pas un lézard pour débutants. Il faut avoir un petit peu d'expérience, il faut avoir des installs aussi en conséquence. Oui. Parce que c'est une grosse bête. Et pas avoir trop peur. Non, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas être débutant. Ils sont brutaux quand même. Il faut avoir une certaine habitude et il faut être sûr de soi. Ouais, exact. Par contre, c'est beau. Black and white comme ça, magnifique. C'est magnifique. On enchaîne? Allez, c'est parti. Allez, la suite. Morelias pilota. Rien de plus basique. Alors, le nom vernaculaire, si tu l'as. Morelias pilota. Ça, c'est le nom scientifique. Oui, pardon. Python tapis, originaire d'Australie. Un python qui a fait à grande taille. Là, on a vraiment un spécimen qui est plutôt moyen. Ça peut dépasser sans problème les 2 mètres. Un serpent arboricole qui va avoir une belle dentition. S'il a envie d'aller taper un petit peu, il va taper fort. Et puis, sinon, avec un caractère assez vif. Donc, pareil, ça va pas être un serpent qu'on va forcément conseiller à des débutants. C'est un serpent qu'il va falloir avoir, comme pour le téju avant, il va falloir avoir une certaine habitude dans les serpents. Je crois qu'il y a tout le monde qui est en train de craquer là. Ouais, mais complètement. Mais je te dis, c'est l'effet du samedi soir. Ça, c'est fini. Puis là, tu vois, les visiteurs partent. Donc, c'est fini. C'est foutu.
C'est une belle idée d'avoir fait une expo comme ça avec des animaux de grande taille. Avoir de la diversité. Ouais. Mais après, tout le monde peut y trouver son compte, que ce soit dans les toutes petites espèces ou dans les très grosses espèces. Tout le monde y trouve son compte dans la limite du respect de la législation. Mais on essaie d'avoir le plus de diversité possible pour pouvoir présenter un maximum d'animaux différents, pas se contenter des 3-4 espèces phares en terrariophilie. Super. Il y a un horizon à ouvrir. Donc à préciser que ça, ce sont des animaux qui appartiennent à vos membres, hein, c'est ça? Quasiment exclusivement. Des capacitaires qui viennent sur l'événement et qui nous soutiennent et qui prêtent leurs animaux et qui les exposent. Mais là, dans cette pièce, on est quasiment exclusivement sur des animaux, des membres de l'association. Ils ne sont pas vraiment à l'association, ils sont membres de l'association. Emblématique de la Terrario, le Python viridis. Il n'y a pas plus connu, je crois. Aurelia viridis. Ouais, il n'y a pas plus connu dans la terrariophilie, même au commun des mortels. C'est un standard. Python vert, voilà, c'est un standard. Le python vert, bien arrondi sur sa branche. Alors, je te cache pas que j'ai mes potes. J'ai des potes qui sont fans, archi fans de ce truc. Ouais. De toute façon, il y a beaucoup de monde qui est archi fan de ça. Mais alors que moi, pas tellement. C'est vrai? C'est pas que j'aime pas, c'est que ça me laisse un peu indifférent. Il est beau, mais il bouge pas. Il fait rien du tout. Il est juste beau. Il tape de temps à autre. Ouais, c'est ça. Il tape aussi son propriétaire. Oui, il tape une souris 30 cm plus bas, il remonte. À la fin de la conversation. Mais ça reste un des animaux phares de par son physique et de par le visuel, tout simplement, ce qui engendre chez les gens. Après, je suis relativement d'accord avec toi. Ça bouge pas trop. Alors, on le met souvent face à son confrère côté boa, les corallus. Ils ont un peu un comportement un peu semblable et ils se ressemblent un peu. Ils n'ont pas du tout la même législation. Ils n'ont pas forcément non plus tout à fait les mêmes besoins. Le corallus est soumis. Ça dépend. Le corallus batesi, non? Allez, c'est parti. T'as boa. Boa constrictor imperator a été divisé en deux. Ils ont été érigés tous les deux au rang d'espèce. Donc tu as boa imperator et boa constrictor. Ouais. 99% des bois en France sont des bois imperator. Boa constrictor est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus massif. Par contre, après, derrière, c'est des localités de boa. Et sauf être un expert et avoir vraiment un œil extrêmement fin, tu peux même plus déterminer les localités des boas. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de mélanges. On est dans l'ordre de... Ouais. On est dans l'ordre de la connerie terrariophile, en fait. On a tellement fait de mélange, tu peux avoir des spécimens qui vont être de taille modeste à 1,50 m, 2 m. Donc tu te dis, il va peut-être y avoir un petit peu de nanisme du genre de Nicaragua avec des croisements avec des serpents assez petits. Et tu vas avoir des spécimens, comme moi j'ai à la maison, un spécimen qui dépassait 3 mètres, parce que tu te dis, il y a du mexicain dedans, il y a des localités de bois plus grosses. Et c'est peut-être que dans ses ancêtres, dans ses aïeux, il y a eu des bois de grande taille et du coup ils ont transmis cette génétique-là. Celui-ci, une fois déployé, il doit faire dans les 2 mètres, 2 mètres 30 à peine. Alors c'est costaud, mais c'est calme, c'est doux. Le boa, c'est vraiment, pour le coup, ça peut être un serpent de débutant qui finit à grande taille, mais qui, s'il est bien habitué à la manipulation, présente pas de risque particulier, même si jamais il devait y avoir une morsure. C'est une dentition plutôt petite, et puis c'est très calme. Petit, c'est comme un petit peu toutes les jeunes espèces, c'est très vif. Les juvéniles, mais tous les juvéniles sont vifs. Mais une fois atterri à l'âge adulte, c'est assez placide, c'est assez calme, ça se manipule très bien. Même sur des grandes tailles. Mon serpent de 3 mètres, mon boa de 3 mètres, il se manipule, mais presque comme une petite goutte, quoi. Vraiment avec beaucoup de simplicité, malgré la masse. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que le boa, contrairement par exemple à du Python rhésus, ça a une masse musculaire que je qualifierais d'intelligente. Dans le sens où au niveau de la pression, tu sens un peu comme une couleuvre arboricole qui va exercer une pression intelligente. Il va venir vraiment presser avec une logique. Contact, exactement là où il a besoin de se tenir, contrairement à des serpents beaucoup plus pâteaux, comme le rhésus ou quoi, qui se laissent tomber comme des loques, quoi. Et ça, je trouve que c'est très intéressant chez le bois. Parce que quand tu l'as en main, tu ressens très bien sa masse musculaire. Sa puissance. Tu sais très bien où est-ce qu'il s'appuie et où est-ce qu'il développe de la puissance. C'est très très intéressant ce que tu viens de dire là. Et tu vois, là, on est dans une salle pédagogique, et moi aussi je me fais pédagoger. C'est quoi derrière? Corylophus ciliatus. Ils sont un petit peu levés là-haut. Donc là, il y a quand même un petit terrarium de gecko à crête. Donc ça, c'est cool. Je dis petit terrarium, mais il a déjà une belle taille. Pour 1 à 2 spécimens, c'est de l'espace de terrarium qui va être à peu près correct. De toute façon, pour le gecko à crête, la Nouvelle-Calédonie, arboricole. Ouais. De toute façon, pour le gecko à crête, il n'y a pas à chercher à comprendre, tu mets de la hauteur. Là, tu vois un terrarium comme ça, un petit mètre de hauteur. Pas besoin d'avoir une énorme surface au sol, mais il va apprécier de monter dans les branches, il va se faire plaisir. Insectivore, nectarivore. De toute façon, il y a une habitude à perdre en terrarium. Mais alors là, je prêche pour ma propre paroisse. Il faut arrêter de dire qu'il y a une taille minimale de terrarium. Ça n'existe pas. C'est une taille maximale. Il faut toujours réfléchir avec ce qu'on peut apporter de maximum à l'animal. Dire qu'un pogo, sa taille minimale d'un terra, ça va être du 120 par 60, c'est une connerie. Quelle est sa taille optimale? Un pogo qui court, il peut courir 3-4 mètres sans problème. Donc si tu acquiers un pogo et que tu réfléchis avec le minimum de ce que tu peux de ce que tu vas lui fournir, tu vas avoir tendance à viser le minimum. Tu vises le minimum. Tu prends le problème en sens inverse. Il faut voir qu'est-ce que tu peux lui offrir au maximum. Et est-ce que le maximum que tu peux lui offrir correspond à ses besoins? Et bien souvent, du coup, ça va correspondre. Mais réfléchir systématiquement avec au minimum, il lui faudra ça.
bah, c'est se contenter du minimum du coup, c'est tirer vers le bas quoi. Et là tu vois, Ça, c'est bon vrai. nombre de personnes n'ont pas un terrarium qui va faire 1 mètre et 50 par 50 au sol pour juste un gecko. Mais je connais des gars qui sont des éleveurs à côté qui peuvent te présenter 4 geckos dans 5 mètres carrés. D'accord. Parce qu'ils ont fait un bout de leur pièce, 5 mètres carrés, ils ont monté leur cloison, ils ont fait pousser des arbres, et t'as les geckos qui sont vers des arbres. T'as vraiment respecté le biotope de l'animal, Cool. ses mœurs, et tu vois des geckos qui sautent d'arbre en arbre, ce que tu vois pas dans un 60 terrarium. par 45. Mais ce qui est t'as mis commun dans quand même, ton c'est salon. visuel. Alors après, moi tu vois, moi qui fais de la climatation d'animaux prélevés dans la nature sauvage, Ah oui, mais alors attention, là c'est plus du tout pareil. il y a un phasage à faire. Si je les mets tout de Mais suite dans des grands espaces, C'est ils pas claquent. possible, on est bien d'accord. Mais là, tu es dans un cas très spécifique. Le cas du commun des mortels, c'est je vais sur un événement, je vais dans un magasin, j'acquiers un animal qui est déjà acclimaté, très souvent pas prélevé, qui est quand même né en captivité, je l'espère, et tu vas l'amener dans un terrarium. Mais j'aime bien la démarche. Du en fait, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour l'animal C'est ça. au lieu de Le se max. dire à partir de quoi c'est faisable. Voilà. Il y a des pays qui régissent c'est leur pas mal. législation en fonction de la taille de l'animal. Et si ton animal fait telle taille, ton terrarium doit faire telle taille. On n'a pas du tout cette approche-là en France. Ouais. C'est Alors dommage. attention, comme je le C'est dis, dommage. si ça entrave des systèmes d'acclimatation ou de détente, tu vois, non. faut faire attention avec la législation. Pourquoi tu frappes tes plantes? Ouais, je sais pas, elle m'a agressé, j'ai cru que c'était quelqu'un. Allez, c'est parti, on enchaîne. T'as 2 Pituophis caténifères annectants serpents taureaux qui ont une petite capacité sympathique, un détail morphologique assez sympathique, c'est qu'ils ont des écailles un peu carénées. Tu vois, ils ont des écailles qui, contrairement à certaines autres couleuvres américaines, parce que c'est américain, vont avoir des écailles qui vont ressortir un petit peu en relief, puisqu'il va chasser en galerie. Donc il va se loger dans une galerie, dans un terrier, Ok. souris de quelque chose, et il va le chasser à l'intérieur. Sauf que pour chasser à l'intérieur, il n'a pas de possibilité d'avoir des grosses détentes, il n'a pas de possibilité de s'enrouler sur lui-même pour étouffer une proie, donc il va étouffer sa proie contre les parois. D'où l'intérêt des écailles carénées et résistantes, parce que quand tu vas plaquer, je te dis une bêtise, un rat, un gros rongeur, sur une paroi de terrier, bah, il va se débattre, il va te griffer, il va te mordre. T'as pas la même capacité que quand tu viens l'enrouler totalement lors d'une constriction. D'accord. Et donc ok. du coup, ils ont des écailles très résistantes pour aller dans les terriers Quand et tu les étouffer. touches, ils sont pas lisses, ils sont texturés. Exactement. Ça va être en relief, ça va presque gratter entre guillemets, quoi. Alors moi je sais que les serpents taureaux ils ont quelque chose de connu et sympa. C'est que c'est des vrais bluffeurs qui jouent l'intimidation comme des fous mais Totalement. en fait Il ils y a ont rien derrière. aucune testicule derrière. C'est que du bluff, c'est que du bluff. Là, ils se sont calmés, mais ça va te taper de la queue comme de la vipère, ça va être au Ils taquet. font une espèce de Ils font les motif parades. là. Ouais. Ils font les parades et ils font vibrer leurs écailles et ça fait du bruit. C'est très impressionnant, c'est du bluff total. Tu mets ta main en plein milieu, tu les chopes, ça bouge aussi peu qu'une gutata. C'est du bluff. Tu l'as dit, c'est que du bluff. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on parlait des Morelia viridis. Eux pour le coup ils bougent pas du tout. Par contre, c'est pas du bluff quand Mais ils au moment où ils te chopent, C'est pas du tout du bluff. Et c'est le contraire. C'est de l'arboricole. Ouais. Donc en termes de dentition, on n'est plus du tout sur la même chose. On est vraiment sur des dents beaucoup plus importantes. C'est la différence entre un boa de 3 mètres et un réticulé de 3 mètres. À taille équivalente, le réticulé arboricole beaucoup plus massif et avec une dentition qui Et du qui coup commence à un discuter. niveau de dangerosité qui devient vraiment important là. Tu te fais taper par un boa, tu as une grosse griffure. Tu te fais taper par un rétic de même taille, ça peut te trancher une artère, ça peut t'arracher Ouais, un morceau de t'es bon muscle. pour aller à l'hôpital quand même. Ouais, complètement. Ouais. C'est beaucoup plus risqué. T'as pas du tout les mêmes dentitions. La morpho n'est pas la même. On enchaîne. Du coup, là, on a une Elaphe tanura, serpent ratier asiatique. Une grosse répartition en Asie. Très intéressante. C'est des couleuvres qui atteignent des tailles assez conséquentes, hein, 2,40 m, 2,50 m, avec un circonférence comme nos poignets. On a à peu près les mêmes poignets. Des bons morceaux. Et justement, parce qu'arboricole, super sympa, avec des très grosses détentes, avec une agilité très intéressante. Un bon dynamisme, ouais, ça j'aime bien. Ouais. Et qui nécessite, comme on le disait tout à l'heure, mais alors là, tu mets des terrariums, nos limites, parce que tant qu'il va y avoir de quoi grimper, tant qu'il va y avoir de quoi se promener partout, tu vas voir des parades, surtout si tu les maintiens en groupe. Tu vas les voir explorer partout C'est et tout. extraordinaire. C'est extraordinaire. Passer d'une branche à une autre, se jeter par terre, c'est vraiment génial. Les ratiers et les arboricoles, tu as vraiment des serpents qui bougent, qui sont vifs. Les serpents asiatiques, en règle générale, d'ailleurs, le sont davantage. Ouais. Là, tu as vraiment un petit combo qui fait à la fois la beauté. Enfin, moi, je la trouve très belle, mais après, c'est qu'une question de goût. Ouais. Mais la vivacité et le relationnel aussi. Parce que tu arrives à créer un bon relationnel, tu l'as sur toi, tu as un truc qui bouge, quoi. Donc ça, c'est un serpent qui va tout de suite me parler, parce que moi, en fait, je suis pas serpent du tout, je suis vraiment lézard. Mais les seuls serpents que j'ai chez moi, c'est des Goniosoma. Ah bah, je ne fais que t'es sur le même délire. On est dans le même délire. Ouais. On est dans le même délire. En termes de comportement, en termes de mœurs, t'es à peu près sur le même délire. Et t'es au taquet 100% avec eux. Quand t'es avec, tu peux pas l'ignorer. Ouais. Ça bouge dans tous les sens. C'est très, très vif, très dynamique. C'est extrêmement vif. Et tu peux pas lui la laisser 2 secondes d'inattention parce qu'elle va faire une connerie. Elle va mettre une tête où il faut pas. Elle va... Par contre, c'est les rois pour se barrer, pour tout. Enfin, ça bouge tout le temps. chouette. Jeunes, ils ont beaucoup de techniques d'esbrouf aussi. La tanura, elle est en S permanent.
et en attaque permanente quand c'est juvénile. Ok, alors là je vois qu'on est sur du gecko gargouille. Exactement. Donc là c'est du Rhacodactylus auriculatus. Nouvelle-Calédonie. Exactement, donc la même famille que tous les geckos de Nouvelle-Cale, même si on a séparé les racos et les Corylophus. Donc ceux-là, ils sont un petit peu différents des Ciliatus en fait en termes de... même les installs qu'on va leur faire et où est-ce qu'on va les trouver, ils vont beaucoup moins monter en hauteur dans les arbres, ils vont rester plutôt plus terrestres, sur tout ce qui va être buisson ou arbuste et tout ça. Il y a des morphes magnifiques chez cette espèce où ils vont être super orange, super rouge, des trucs comme ça. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, en termes de nutrition, ça va ressembler à du Ciliatus en étant un peu plus un peu plus insectivore, parce qu'ils sont plus proches du sol. Alors, Axolotl. Un peu d'amphibiens. Ambystomum mexicanum, le seul, je crois, qui reste à l'état larvaire, le seul animal qui reste à l'état larvaire. Ce qui la rend très intéressante pour les chercheurs, c'est qu'elle a une capacité de régénération infinie. Le jour où on arrive à comprendre comment l'axolotl régénère ses membres quand elle les coupe, puisque quand elle lui coupe un membre, elle le régénère. On aura le secret de la vie éternelle. Exactement, on se régénère. Génial. Et c'est étudié depuis très longtemps, c'est énormément étudié. Maintenant, super facile en plus, ça résiste à beaucoup d'erreurs classiques du débutant. Et puis ça finit relativement gros. Ouais, alors tu vois, c'est cette propriété qu'ils ont à rester à l'état juvénile. Oui. En fait, on peut les passer au stade adulte. Tu peux les passer en terrestre. Et au moment où ils passent en stade adulte, c'est fini. Exactement. Exactement, ils sont condamnés. Et là, ils ne peuvent plus régénérer, ils n'ont plus toutes ces capacités-là. C'est incroyable. Ce qui du coup est un peu dommage. Oui, surtout que dommage. dans son environnement naturel, dans les rares coins où elle a été répertoriée au Mexique, il ne passe pas à l'état, il reste à l'état larvaire. Par contre, toi, tu réduis la quantité d'eau, tu augmentes la quantité de plage petit à petit, tu lui laisses le temps de s'adapter, elle arrête son état larvaire et elle passe. Et ça ressemble à une espèce de salamandre en fait. Ouais, totalement. Ça ressemble à Ambystomum avortium. Donc c'est un animal qui est quand même particulièrement épatant. Extraordinaire. C'est le seul animal qui a ces capacités-là à l'échelle des espèces. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est pour ça qu'elle est tant étudiée. D'ailleurs, pour la petite blague, il y a la version albinos qui a changé de statut juridique il y a quelques années pour permettre les recherches scientifiques dessus. Elle n'a plus le même statut juridique que les versions naturelles. C'est-à-dire que, de mémoire, enfin je ne sais plus exactement quel est le statut qui est passé, mais pour permettre l'expérimentation scientifique dessus, la version albinos, donc qui a été entre guillemets créée en laboratoire et qui est davantage reproduite, peut être exploitée scientifiquement dans les laboratoires pour des recherches, les disséquer, etc. davantage que la version naturelle noire classique. Okay. Alors vérifier l'exactitude du cadre légal. Donc en fait l'axolotl qui est super connu là, qui est couleur albinos, peau blanc. C'est l'albinisme. Ouais c'est ça, celui-là il est albinos. Après maintenant je sais qu'il y a pas mal de mutations qui sont sorties, on va sortir des golds, on va sortir des différentes, comme à chaque fois qu'on a des animaux, on les mélange, on trouve un individu qui a une couleur spécifique, on le reproduit avec un qui a à peu près la même couleur, et on arrive à avoir des nouvelles mutations pour les réjus comme pour les gutata, etc. Et bah super, très bien. Allez, on continue. Alors Jérémy, là tu m'amènes face à un truc que je connais pas. Il y en a beaucoup, des trucs que je connais pas. Moi aussi, il y en a plein que je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce petit spécimen? Dasipeltis. Même pas te redire la sous-espèce. Dasipeltis. C'est un gobeur d'œuf africain. Il est vraiment à même le sol, mais il va monter dans les arbres. Et il va aller chercher dans les nids des oiseaux, des œufs, et il va gober les œufs. Ah, tu googlises et tu vois déjà la forme que prend la mâchoire lorsqu'il gobe un œuf, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec les œufs de serpent. Il se dégonde la mâchoire d'une certaine façon, où il arrive à gober l'œuf. Physiologiquement, il est biologiquement programmé pour percer l'œuf à l'intérieur. Il aspire tout ce qu'il a aspiré et il recrache la coquille. Ah ouais. Et il a des os et des dents qui sont spécifiques pour venir percer, aspirer le jaune, aspirer tout ce qu'il a mangé et recracher la coquille. Alors là, si je te dis pas de bêtises, je crois que l'éleveur qui l'a le tient à la queue de souris, queue de rat, ce genre de toute petite chose que tu vois, très très petit à la naissance. Donc là, tu n'as quasiment aucun œuf qui correspond. Et après, œuf de caille. Dès que ça va être suffisamment grand, des œufs de caille. Avec des œufs de caille, ok. Donc en fait, à terme, en captivité, on le nourrit quand même avec des œufs. Totalement. Okay. Tu vas être obligé de toute façon en taille adulte et c'est à peu près la taille qui lui correspond le plus et qui lui permet d'être vraiment en bonne santé. Donc c'est une espèce de petite taille? Oui, ça finit grand maximum à 1 mètre à peu près. Le voir gober l'œuf, recracher, c'est incroyable. Et voir la forme que prend la mâchoire, c'est impressionnant. Allez, on enchaîne. Bon, encore un serpent assez classique aussi en terre là, le Lampropeltis, c'est une forme un petit peu sympa de triangulum, un petit peu albinos. C'est un serpent qui va avoir une petite serpent roi du Mexique, qui va avoir une contrainte, tu le mets pas avec ses copains. Ah ouais? Il est ophiophage, il aime les serpents. Ophiophage, il mange du serpent. Il va manger du serpent. Tu as une diversité de couleurs qui est quasiment identique, tu as vraiment beaucoup de morphes de Lampropeltis. Tu vas avoir cette petite contrainte que si tu veux faire du terrain communautaire, tu vas avoir des accidents. Il y a vraiment, un pilote automatique incroyable qui se met et tu peux les maintenir pendant des années ensemble et tout se passera très bien, mais il y aura un jour pas fait comme un autre. Quand ça s'attaque, ça fait pas semblant. C'est de la couleur américaine, c'est un proche, géographiquement parlant, il est très proche de Gutatus, mais
Au niveau caractère, t'es pas sur le même, sur le même délire. Parce que les Guts, c'est très gentil, tu vois, c'est très cool. Mais là aussi, c'est très cool. Okay. Mais par contre, entre eux, ils ne le sont pas. Ah ouais, ils sont affreux entre eux. Tu prends des risques sur des repos de l'emploi, tu peux prendre des risques. Donc tu les laisses pas trop longtemps ensemble. Ouais. Moi j'ai beaucoup de lézards, je suis à fond dans les lézards et tout, je connais plein de trucs. Mais tu vois les bases sur les serpents, moi je les ai pas, je connais pas, donc j'apprends encore, même en venant là, même sur des choses qui paraissent un peu basiques. C'est pas basique pour moi du tout, tu vois. Waouh, impressionnant. Là c'est déjà du gros format là. Et puis un peu aussi dangereux, qui est l'Hydra serpentina. Beaucoup de personnes font l'amalgame, se trompent pour identifier entre la tortue serpentine et la tortue alligator. Aucun point commun au niveau de la carapace. La tortue serpentine va être plus petite à taille adulte. Enfin, quand on est plus petite, ça reste déjà costaud. Pas un plastron de 70 cm. La tortue alligator va être encore plus grande avec des carénages assez importants sur la carapace, très impressionnants, qui la font encore plus ressembler à un dinosaure. La tortue serpentine va avoir moins de pression au niveau de la mâchoire. Par contre, elle a une détente qui n'a rien à voir. D'où son nom, la tortue serpentine. Là, un spécimen de cette taille-là, elle va avoir facilement une détente d'une quarantaine de centimètres. Donc là, quand tu la vois sortir gentiment 15 cm, là, tu mets ton doigt en haut de l'eau, elle te le chope. Ton bec tranche tellement qu'elle te sectionnera le doigt proprement. Non mais c'est important. Parce que quand tu vas aller aux urgences, tu vas avoir une possibilité d'être raccommodé qui n'est quand même pas négligeable comparé à un autre animal qui va t'arracher le truc. Bon, ça va être sectionné proprement. Il faut voir les aspects positifs de la chose. À ce qui paraît, le couple de la mâchoire, en fait, la puissance de fermeture est vraiment impressionnante sur ce genre de tortue-là. Alors il y a des petits malins, comme ils aiment bien faire aux États-Unis, tu sais, qui font des tests comme ça. Il y a plein de chaînes YouTube qui font dans le sensationnel comme ça. Quand tu vois la puissance que ça développe au niveau d'une alligator, parce que tu vois au niveau de son cou, qu'il y a une morphologie au niveau du cou qui est vraiment impressionnante. On est moindre sur la serpentine, mais de toute façon, in fine, on fait pas le poids. On a retrouvé des individus en France. Il n'y a pas de repro constaté, heureusement. Elle ne s'acclimate pas suffisamment pour se reproduire. C'est des échappées. Contrairement à Trachymis scripta ou des relâchés. Des abandons, ouais. Là, si tu trouves une serpentine sous le manteau ou dans des salons étrangers, elle tient dans la paume de ta main. Quand elle commence à être à 20 cm, 30 cm et qu'elle tape à droite à gauche, le néophyte qui a fait l'idiotie d'aller acheter cet animal sans le connaître parce que ça avait l'air cool, te la relâche dans le cours d'eau qui était de la maison. Sauf qu'elle survit. Tu vois, par exemple, à Dijon, donc pas si loin d'ici, il y a eu des serpentines qui ont été retrouvées dans le lac. Oh, ça fait une petite surprise quand même pour le pêcheur qui la sort. Eh bah, impressionnant. Bon bah voilà, on a fait le tour, on a fait tout le tour de la salle pédago numéro 1. Un immense merci Jérémy, trop bien. Merci pour la visite. C'était un plaisir. À plus tard. À plus tard. Salut. Tu es le président fondateur. Okay. Tout ce que tu vois là, tu me le dois exclusivement. Tu mets 100 000, je te défonce, t'es con. Moi je dis. Et alors là, l'incontournable, le toujours présent, l'éternel Chris Maté, alias Lilo Tortue. Un immense respect pour toi, Chris. Ce gars est sur tous les salons où je vais. Il est bénévole et il vient sensibiliser le public sur les tortues. La législation, le maintien en captivité, bref, tout ce qu'il faut savoir sur les tortues. Salut Chris. Salut, comment vas-tu? Ah bah moi ça va absolument bien, je m'éclate ici. Et toi, comment ça va? T'as la forme? Nickel, les conférences, les présentations, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Oui, c'est vrai que toi t'as fait des conférences, je t'ai croisé tout à l'heure. Tout à fait, conférence lézard en tant qu'assistant bien sûr, avant la conférence de demain sur les tortues aquatiques. Alors nous on se croise régulièrement. Je sais que t'es un peu partout, toi. À Béthune aussi, on se croise là-bas. C'est ça. T'es déjà passé aussi dans une vidéo de Loma Whale, hein, je m'en souviens. Ah, c'est fort probable. Ça remonte un petit peu, il y a quelques années. Ouais. Alors, raconte-nous un petit peu, Lilo Tortue, c'est quoi? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas une association. Et je ne suis pas capacitaire non plus. D'accord, ok. Donc ça, c'est les premiers idées reçues qu'on a sur Lilo Tortue. Je suis juste un détenteur particulier qui a vécu une histoire un peu différente. Lilo Tortue, c'est né en fait du décès d'une tortue, il y a maintenant plus de 10 ans. Étant issu d'une famille de pompiers, avec des vraies valeurs des anciens pompiers de l'époque, j'ai pas pu accepter en fait d'avoir échoué là-dessus et j'ai voulu rebondir et faire en sorte que les gens puissent également ne plus avoir le même problème. Ils puissent gérer leurs animaux et avoir plus d'expérience. Donc je me suis formé tout simplement avec la ferme tropicale pour la formation CDC, formation tortue également derrière, et j'ai créé donc Lilo Tortue pour pouvoir faire de l'information et de la prévention sur les tortues, que ce soit sur les salons, en présentation privée ou également sur le net. D'accord, donc c'est une entreprise? Même pas. Même pas, c'est quoi? Même c'est pas, juste je suis passionné. T'es un vrai passionné, incroyable. Et t'es sur toutes les bourses exprès pour parler de tout ça, c'est assez énorme. C'est ça. Alors des fois je suis invité sur des bourses, comme là aujourd'hui le stand m'est offert en partie pédagogique. Ouais. La bourse de Béthune fait pareil, ils me considèrent comme une association tout simplement. Sur d'autres stands je paye, sur d'autres expos je paye mon stand. Voilà, après c'est pour faire beaucoup d'informations parfois. Ouais, alors rappelons-le, là on est dans l'espace pédagogique du salon Terrario Nièvre. Bah, comment ça s'est passé aujourd'hui ta première journée ici là? Épuisante je dirais. La route hier, se lever le matin, une nuit très courte puisqu'on était en live TikTok hier, on a très peu dormi.
Donc TikTok, on peut te suivre sur les réseaux, toi. C'est ça, TikTok, Instagram, une bonne partie des réseaux, j'y suis. Journée début usante, avec beaucoup d'informations à faire. J'ai eu une petite pause vers 13h. Ok. Après, la conférence m'a fait une petite pause aussi en soi, on va dire. Mais des journées épuisantes, je préfère vivre ça plutôt que des journées très calmes. J'imagine, c'est quand t'es passionné, t'aimes bien quand c'est animé, même si t'es crevé. Raconte-nous un petit peu quelque chose, apprends-moi, qu'est-ce que je dois savoir sur les tortues? Pour bien s'occuper des tortues, il faut déjà bien la reconnaître. Il faut bien connaître son espèce. En connaissant son espèce, on peut savoir si c'est une tortue terrestre, aquatique ou forestière, qui est vraiment entre les deux. Comme une des miennes que j'ai là, Rhinoclémis, qui est vraiment entre les deux. Donc une fois qu'on a bien identifié l'espèce, avant de penser à son maintien, il faut savoir est-ce qu'on a le droit de la détenir. La législation. Donc savoir si c'est sous CDC, sous autorisation de détention ou en vente libre. Quel papier il faut avoir pour être en règle. Une fois qu'on sait ça, on peut s'intéresser à son maintien. Son maintien précisément à l'espèce, parce que suivant l'espèce, la température peut varier, que ce soit point chaud, point froid, l'alimentation peut varier. Il y a un peu de tout qui peut varier. Donc il faut vraiment bien se diriger sur l'espèce, bien se renseigner. Et c'est là que j'interviens justement moi pour aider à tout ça, aider les gens à s'orienter vers l'espèce qu'ils désirent, à se mettre en règle et à pouvoir bien la maintenir derrière. Alors si demain je me promène et je trouve une tortue, je sais pas l'identifier. Moi je suis débutant tortue, j'arrive, je me balade en bordure de forêt, dans un fossé, je vois une tortue vivante en train de s'animer. La partie identification je l'ai pas, je sais pas le faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qui j'appelle? On peut me contacter tout simplement pour une identification. Toi on peut te contacter? Peut me contacter. Il y a des refuges qui existent qu'on peut contacter, d'autres passionnés que moi qui peuvent également le faire. Sur les réseaux sociaux souvent on tombe sur ces passionnés pour ça, mais on peut aussi aller voir un vétérinaire. Le vétérinaire lui, il va pouvoir canner sa patte arrière gauche, voir s'il y a une puce. S'il y a une puce, on aura toute l'identification de l'espèce, tout simplement. Et super. Grâce à l'IFAP. Alors qu'est-ce que l'IFAP? L'IFAP, c'est le fichier national de recensement en fait, de tous les reptiles soumis au niveau des arrêtés de l'Union européenne, tout simplement. Les arrêtés européens. Ils ont repris ça, tout ce qui est annexé au règlement européen doit être pucé ou identifié photo. Toutes les tortues doivent être identifiées. Les tortues, c'est particulier, c'est assez sévère en général en termes de législation. Ils sont sévères, mais pas sur toutes. Ils ont d'ailleurs été plus sévères sur les Rhinoclémis et les Sternotherus, même d'autres espèces récemment, qui doivent être pucées. Parce que c'est le changement de CITES qui a fait le changement au règlement européen. Après, ils sont très sévères sur les tortues terrestres, principalement. Tout ce qui est tortue d'Hermann, tout ce qui est Sulcata, Pardalis, c'est là qu'ils sont le plus sévères. Les aquatiques, c'est seulement celles qui peuvent résister dehors à l'année. Sinon, les autres espèces, on peut avoir de la Pelomédusa. Oui, c'est vrai, les aquatiques, on a tendance souvent à les oublier quand on parle de tortues, mais en fait, oui, c'est quand même assez commun. Et comme les autorisations de détention, tout le monde pense à la Hermann autorisation de détention. La Moremis refsi est sous autorisation de détention, c'est la seule aquatique qui y est. Écoute, je te remercie. De rien. Je te souhaite un bon salon. Toi aussi. À très bientôt. À bientôt. Salut. Et voilà, on est bon. C'est la fin de cet épisode, ce 3e épisode sur Terrario Nièvre. La semaine prochaine, on va attaquer la 2e et dernière salle pédagogique. Encore des animaux, encore des écailles, du gros lézard, du beau varan, du méga serpent. Hâte de vous retrouver. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis, force à vous.